Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il tout changer, ou presque, dans notre manière d'enseigner l'histoire à l'école? C'est un petit peu ce qu'on se dit lorsqu'on lit l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. On va en parler avec notre invitée, Christine Guimonet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans le Val d'Oise, secrétaire général de l'association des professeurs d'histoire-géographie. En tout état de cause, je suppose que vous enseignez aussi l'instruction civique? L'enseignement moral et civique. Pardonnez-moi, j'étais pas à l'école à la bonne époque. Voilà. Alors chez moi, c'était ECJS, éducation civique, juridique et sociale. Ça, c'est les acronymes de l'éducation nationale. Oui, le sigle a beaucoup changé. On a eu éducation civique, puis ECJS au lycée parce qu'il n'y en avait pas. Et depuis 2015, le nouveau sigle, c'est EMC, enseignement moral et civique. En tout cas, voilà ce que vous enseignez. Et si j'ose dire, qu'est-ce que vous avez pris? Parce que je vais lire les propos d'Emmanuel Macron dans son interview. Je veux que nous renforcions la formation de nos enseignants en histoire et en instruction civique. Vous n'étiez pas assez formée, Christine Guimonet? Je pense que nous le sommes beaucoup, parce que les professeurs d'histoire-géographie ont au minimum un Master 2. Nous avons des collègues qui sont doctorants, c'est-à-dire qu'ils préparent une thèse, et d'autres qui ont un doctorat, c'est-à-dire qu'ils sont docteurs d'État et ils enseignent dans le secondaire. Donc dire que les professeurs sont mal formés, c'est quand même assez surprenant. Après, il y a ce qu'on appelle la formation continue, qui a été tellement mise à mal depuis 2017 que l'association des profs d'histoire il prend toute sa part en organisant des journées d'études, des cafés virtuels, donne des ressources sur le site internet. La formation continue, elle est très importante. Et je ne pense pas, et personne ne le pense à l'association, que c'est en sapant régulièrement l'université, qu'en dégradant la formule des concours comme le CAPES, qu'on favorise une formation de bonne qualité. Alors en tout cas, Emmanuel Macron a parlé aussi de l'université en expliquant qu'il n'était pas nécessaire que tous les lycéens aillent forcément à l'université. C'est un autre débat, c'est pour ça que j'aimerais qu'on se ressente sur... Oui, c'est un autre débat, parce que chacun doit trouver sa voie. Mais voilà, donc recentrons-nous sur l'histoire, parce que ça intéresse tout le monde. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il dit, notamment nous devons refonder les programmes des deux matières, c'est-à-dire histoire et instruction civique, c'est comme ça qu'il l'appelle lui. L'histoire doit être enseignée, dit Emmanuel Macron, chronologiquement, c'est-à-dire... Ça veut dire que c'est le cas. L'histoire est enseignée de manière chronologique. Donc je suppose que... Le Moyen-Âge avant la Renaissance. C'est ça, le chef de l'État n'a peut-être pas lu les programmes, ou peut-être qu'il fait comme s'il ne les avait pas lus, alors que nous sommes convaincus qu'il les connaît très bien. Donc peut-être qu'il y a un signal à lancer à une partie de l'opinion publique qui pourrait s'imaginer, à tort, que l'histoire n'est pas bien enseignée, qu'elle est mal enseignée. Et la question de l'enseignement de l'histoire, il faut savoir exactement de quoi on parle. L'enseignement de l'histoire est chronologique. Les élèves de 6e commencent avec la préhistoire et terminent en 3e avec la fin de la période contemporaine, c'est-à-dire ce qui se passe pratiquement aujourd'hui. Oui. Et lorsqu'ils arrivent au lycée, comme le lycée, c'est approfondir et développer ce qu'on a travaillé au collège, on repart avec l'Antiquité jusqu'à la veille de la Révolution française pour l'année de seconde. Ensuite, l'année de première, Révolution française, et on termine avec les sorties de guerre, c'est-à-dire 1920. Oui. Et en terminale, toujours chronologiquement, on démarre avec la crise de 29 et on termine au 21e siècle. Donc tout est chronologique. Est-ce qu'il y a dans tout ce que vous venez d'énumérer, alors vous n'avez pas tout cité évidemment, mais c'est normal, vous n'auriez pas le temps, Christine Guimonet, est-ce qu'il y a des époques ou alors des thèmes que vous aimeriez voir abordés à l'école, alors je dis à l'école au sens générique bien sûr, et qui ne le sont pas, et ce que vous regretteriez? Alors, on aurait voulu un petit peu plus d'histoire sociale, parce que l'histoire, ça n'est pas uniquement l'histoire politique, l'histoire diplomatique, l'histoire militaire. C'est un tricotage de tous les aspects de ce qu'on trouve dans une société. Vous n'avez pas la vie politique d'un côté qui serait totalement isolée de ce qui se passerait ailleurs. Et on sait très bien que les décisions qui sont prises par les souverains français, les empereurs et puis ensuite les hommes politiques lorsqu'on a la République,
ne sont pas détachés de l'environnement géopolitique européen et ensuite mondial. La France n'a jamais vécu en autarcie. Donc parler davantage de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et ça vous aimeriez que ce soit le cas? En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit équilibré, où on puisse parler de l'histoire de la France, dans son environnement européen, de l'histoire du monde. On a la particularité en France d'enseigner deux matières. On a l'histoire et la géographie, dont le chef de l'État n'a pas dit un mot. Voilà, c'est une spécialité française. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous n'allez jamais trouver un programme scolaire qui fasse l'unanimité. Ça c'est vrai aussi, et ça on est tous d'accord. Il y a toujours des critiques. Seulement, ce qui est important, c'est que les élèves comprennent ce que c'est qu'une démarche historique, qu'on n'est pas là pour donner une vérité ou une mythologie, on n'est pas là non plus pour raconter un roman. On va, à un moment donné du cours, expliquer l'histoire. On va les faire travailler sur des sources, parce que la source, c'est très important. Vous êtes journaliste, donc la source, pour vous, c'est fondamental. Eh bien, pour l'instant, c'est vous ma source en ce moment même. Quand vous avez une source, vous allez la confronter avec une autre, vous allez recouper. L'historien, c'est la même chose. C'est ça, quand il peut et quand il a suffisamment de sources. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il ne s'avance pas lorsqu'il ne le sait pas. Ce que je vous propose, ma chère Christine Guimonet, prof d'histoire géo, dans le Val d'Oise et secrétaire générale de l'association des profs d'histoire géo, c'est qu'on va débattre avec nos vraies voix qui sont avec vous, Philippe Bouriaki, Nadir Kaya et Rodrigo Arenas, mais on va aussi débattre avec tous ceux qui nous appellent au 0826 300 300 et qui sont nombreux. Quitte à ce qu'on soit pas d'accord, débattons. Patrick, d'abord, nous appelle de Bergerac. Vous êtes prof, Patrick, je crois, c'est ça? Oui, allô. Vous êtes prof de quoi? Je suis professeur d'histoire-géographie. Ah ben vous avez bien fait d'appeler, ça vous concerne. En quelle classe? Eh bien, de la 3e à la terminale. De la 3e à la terminale. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez réagi au propos d'Emmanuel Macron? Eh bien, écoutez, le président, je pense, ne connaît pas bien les pratiques pédagogiques qui peuvent se faire dans l'enseignement. Il a dû avoir une note de ses conseillers concernant les programmes, parce que mes collègues et moi, et donc l'auditrice avant l'a dit très justement, notre invité, oui. Voilà, tout à fait. Nous avons déjà pris en compte consciencieusement la nécessité de mettre la chronologie au cœur de nos enseignements. Le système français a ceci de particulier qu'il recommence à 3 reprises la chronologie au primaire, au collège, on repart de l'Antiquité. On rembobine et on recommence, on rembobine et on recommence. Et à partir de la seconde... Qu'est-ce qui lui fait dire ça dans ce cas-là, Emmanuel Macron? Ce qui lui fait dire cela, à mon avis, c'est une position politique. Et en quoi c'est politique de dire qu'il faut de la chronologie? Eh bien, je peux vous répondre. Je pense que l'enseignement de l'histoire est un des enseignements les plus politiques qui soient, et que tous les gouvernements veulent à un moment donné essayer d'agir sur le contenu des programmes pour essayer de marquer peut-être, peut-être pas idéologiquement, mais de laisser une empreinte dans l'orientation, dans tel ou tel sens de l'enseignement de l'histoire. Mais ça, je peux comprendre, mais je vois pas ce qui est de politique. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, et en toute bonne foi, Patrick. Qu'est-ce que vous voyez de politique dans la manière qu'a Emmanuel Macron de dire il faut revenir à l'enseignement chronologique? En quoi, pour vous, c'est politique, et alors pour vous, en plus, politique manifestement dans le mauvais sens? Alors, pas forcément dans le mauvais sens, parce qu'il faut bien faire comprendre que l'enseignement de l'histoire et le choix des thématiques est éminemment politique. Je vous donne juste un exemple pour rebondir par rapport à ce que disait le titre précédemment. Notre invité, Christine Guimonet qui est avec nous. Tout à fait, Christine. C'est qu'en fait, l'accent qui est mis sur l'histoire politique ou l'histoire sociale dépend du bord politique du gouvernement qui est en place. L'histoire politique, pour être schématique, sera plutôt mise en avant par un pouvoir de droite, et l'histoire sociale par un pouvoir de gauche, clairement. Voilà. Ok. Écoutez, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à une de vos collègues, Patrick Laurence, qui est avec nous depuis un moment. Merci à vous, Patrick, en tout cas, prof d'histoire géo à Bergerac. Laurence, vous êtes prof, vous, dans l'Hérault, vous étiez avec nous depuis le début. Vous êtes prof de quoi, d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. Je ne suis pas prof. Moi, je suis enseignante dans le 1er degré où les contenus de programmes ont été considérablement appauvris en histoire et en géographie. Donc, j'entends qu'il... Comme on dit familièrement. Voilà, je suis maîtresse d'école. On va vous appeler madame.
Voilà, vous pouvez, voilà, exactement. Et moi, je crois que la raison de ces propos-là tient essentiellement à un petit élément de langage qui précède, c'est le terme faire nation que l'on trouve qui est un élément de langage. Et donc, il fallait trouver un outil simple. Donc, l'enseignement de l'histoire serait l'universel panacée pour tous nous rassembler derrière. Alors, bien évidemment, dans le premier degré, quand vous avez comme leçon de géographie habiter un écoquartier et que vous ne savez même pas où sont les montagnes et les fleuves de votre pays, je comprends que la conscience de votre territoire est un peu compliquée. Mais là, je pense que c'est surtout, il a surtout. Vous avez vraiment ça dans vos programmes ? Bien entendu, c'est un intitulé du... Vous avez plus les fleuves et vous avez l'écoquartier, c'est ça ? Vous avez habité un écoquartier ou savoir se déplacer. Voilà, c'est ça. Donc, ça vous plaît pas ? Quant à l'histoire, quant à l'enseignement. Mais oui, ce sont les programmes qui ont été détruits sous François Hollande par Najat Vallaud-Belkacem et qui n'ont pas été touchés d'une virgule depuis que M. Macron est là. Donc, il est gentil de nous sortir ces délires, mais c'est surtout des éléments de langage et il utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire une idée simple est toujours séduisante. Une idée répétée est toujours séduisante. Donc c'est ce qu'il fait dans son intervention. Donc l'idée simple, c'est changeons l'enseignement de l'histoire et on va tous devenir des citoyens groupés autour de l'idée de nation. De la même façon, il répète sans arrêt les 20% qui ne savent pas lire. Sauf que ces 20%-là, c'est 5% dans l'Hérault et c'est 40% dans la couronne parisienne. Donc ça change un peu l'explication des choses. Voilà, c'est une manipulation de l'opinion, vraiment. Mais écoutez, en tout cas, restez avec nous, Laurence. Nadir Kaya, vous avez vivement réagi. Mais c'est intéressant ce que vient de dire précédemment Madame, parce que Laurence qui est avec nous, Madame ou maîtresse, parce que ça rappelle qu'en fin de compte, là aussi, encore une fois, on s'aperçoit que Monsieur Macron n'est pas pour régler les problèmes de fond ou pour améliorer la vie, le quotidien des Français, mais toujours dans un jeu politique. Et là, moi, je pense qu'il veut droitiser un petit peu l'histoire de France, peut-être à travers des personnages qui sont propres à la droite ou aux droites extrêmes. Donc, je vous interromps, mais pour vous redonner la parole, parce que c'est un sous-entendu qu'on a entendu aussi précédemment dans ce débat. Je vois pas ce qu'il y a de droite dans le fait de dire, en plus qu'on s'est contesté, il faut revenir à l'enseignement chronologique. Qu'est-ce qu'il y a de droite dans cette phrase ? Alors sur la partie chronologique, moi je sais pas, je saurais pas répondre là-dessus pour savoir exactement l'origine de ça. Mais Madame vient de le dire très justement. Dernièrement, les modifications ont été apportées par Hollande et Madame Belkacem à l'époque. Et il y a eu débat à l'époque et beaucoup s'insurgeaient là-dessus, notamment dans le monde éducatif, en rappelant que la qualité de l'enseignement n'était pas le meilleur. Et donc aujourd'hui, on le voit à travers les résultats régulièrement dans les écoles françaises où le niveau chute. Donc à un moment qui veuille remettre ce sujet sur la table, très bien, mais le prisme par lequel il passe démontre qu'il ne veut pas régler réellement les problèmes et rester sur un aspect politique et, comme le disait aussi précédemment monsieur, avoir une certaine empreinte sur l'histoire de France en donnant cette illusion de rassemblement et d'unité entre Français à travers l'histoire. Allez, la parole à Rodrigo Arenas, puis Philippe Bourriaki, puis notre invité Christine Guimonet. Rodrigo Arenas. Oui, écoutez, moi j'ai l'impression que Emmanuel Macron est en train de revisiter les Martines, c'est-à-dire qu'il veut tout faire et se mettre dans un rôle différent à chaque épisode politique qu'il doit affronter, en l'occurrence la rentrée scolaire. Moi j'ai pas cette vision décliniste de l'histoire et de la géographie et de l'enseignement civique dans notre pays. Au contraire, moi je tiens à rappeler quand même que l'enseignement de l'histoire dans notre pays fait parmi, si ce n'est la meilleure école d'histoire du monde. Et que de dire que les enfants français où les jeunes Français, où les futurs étudiants et les enseignants ne connaissent pas l'histoire et de France et du monde, même si je suis d'accord avec votre invité, Mme Guimonet, sur la question de l'élargissement du spectre est quelque chose qui est nécessaire, ça n'est pas pour autant que l'enseignement de l'histoire et le niveau éducatif de nos enfants n'est pas au niveau, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui ne se vérifie pas. De toute façon, on ne peut pas le compter, si j'ose dire. Et quand on veut tester le niveau des Français en histoire, il faudrait qu'on le compare à ceux des autres pays. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes enseignements, quoi. Alors, c'est pas les mêmes enseignements, et à l'échelle internationale, les indicateurs qui sont mis en œuvre concernent essentiellement les matières scientifiques, notamment les mathématiques, mais pas la culture générale. Donc moi, je tiens à le dire, à chaque fois qu'il y a des enfants, des élèves, des étudiants de notre pays qui sont, par exemple, dans le dispositif Erasmus à l'échelle internationale, ils font preuve d'une culture générale qui, y compris, étonne les étudiants et les enseignants des autres pays. Donc cette vision décliniste n'existe pas, ce n'est pas une réalité, et il s'attaque à un fondement de l'école publique de notre République qui est la liberté pédagogique des enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un homme d'État, un président de la République qui veut s'immiscer sur le contenu et la façon d'enseigner les programmes. Vous savez, Jean-Marie Bordy, cette forme d'interventionnisme d'un président de la République dans les programmes scolaires, ça a un nom.
ce sont le propre des États autoritaires. Oui, et c'est contre cela, je pense, que tout notre pays doit s'insurger. Ceci dit, Laurence, il y a quelques instants, nous disait que les programmes avaient beaucoup changé sous un gouvernement précédent. Donc, c'est pas une première, Absolument. pardon. Je ne dis pas que c'est une première, je dis qu'aujourd'hui, le mettre sur la façon qu'il faut faire un ordre chronologique, ça dit des choses. D'ailleurs, votre invité l'a dit aussi, qu'il y a un enseignement chronologique, sauf que en France, l'enseignement chronologique n'échappe pas non plus à l'esprit critique, ce qui a été dit aussi par votre intervention. C'est-à-dire que nous formons des esprits libres, des esprits qui s'émancipent et qui sont capables aussi de réinterroger l'histoire. On n'enseigne pas des dogmes. Et quand on dit chronologie, de dire 1515 Marignan, ça n'a pas de sens si on n'explique pas les relations de François Ier, qui vient d'accéder au trône, avec les relations avec l'Italie, le fait qu'il a été incarcéré pendant des années et que ça a profondément, notamment mis en œuvre, vous savez, les relations internationales à l'échelle européenne entre les monarchies. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas appris dans mon la pays d'origine. La captivité de François Ier, c'était après Pavie, pas après Marignan. Foutez la paix aux profs. J'ai envie de vous dire une question simple, c'est que j'ai appris, et les parents ont appris notamment pendant le Covid, et j'ai essayé de porter ça en tant qu'associatif, que enseigner c'est un métier, et qu'il faut arrêter de faire la classe à la place des enseignants, laissez-leur faire leur métier, et en l'occurrence sur l'histoire, la géo et l'éducation civique, il me semble que les épisodes douloureux que nous avons notamment affrontés sur ces questions-là méritent qu'on les respecte et non pas de leur donner une injonction éducative. Il y a une commission pour ça au ministère de l'Éducation nationale, qui est la commission des programmes. La parole à un ancien élève, Philippe Bouriaki. J'étais un très mauvais élève parce que j'étais dyslexique et dysgraphique, donc l'école n'était pas adaptée pour moi. Et je vais vous surprendre, tous les jours, moi j'utilise le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est un refondement total de ce qu'on a à apprendre à nos enfants sur l'essentiel, sur l'enseignement. Et ce que je remarque, c'est que dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux États-Unis, ils ont cours le matin et l'après-midi, ils ont un développement ou sportif ou culturel ou artistique, et ils sont mieux classés que nous. Donc, est-ce que c'est nous qui avons raison? Je veux pas remettre en cause, et je m'excuse si je heurte les profs d'histoire, de géographie, etc. Il y a des gens, la priorité, c'est d'apprendre à lire et à écrire et à bien parler, parce que c'est quand on va se vendre sur le marché du travail, c'est important. Et je suis pas sûr qu'on soit nombreux à connaître et à se rappeler de la longueur de la Garonne ou de la Loire. C'est pas l'histoire géo, hein, on est d'accord. Alors si, c'est de la... Oui, on y arrive. Bon, la Loire est plus longue, on s'en souvient, ça, quand même. Sûrement, je veux bien vous croire. D'ailleurs, la Seine ne devrait pas s'appeler la Seine, puisque c'est Lyon. En fait, on est d'accord. Donc, alors, vous voyez qu'on nous apprend n'importe quoi à l'école. Non, mais je taquine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les programmes sont super lourds pour des nouvelles générations où il y avait des gens qui étaient très pointus à la maison et qui nous permettaient d'être à la pointe. C'est plus le cas. Donc, je pense que le bien-être de l'enfant doit être au-delà de toutes les discussions qu'on a actuellement entre nous. Alors, je pense que Christine Guillemonet est toujours avec nous. Ma chère Christine Guillemonet, je vais vous proposer de conclure. On a entendu beaucoup de thèses, beaucoup d'antithèses aussi. Je vais vous proposer de faire la synthèse. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que lorsqu'on est dans une classe face à nos élèves, dans chaque classe, on a une alchimie différente. Et on est dans un temps, une temporalité qui est particulière. On est dans le temps pédagogique, le temps de l'analyse, de la construction, de l'explication. Il faut que les élèves aient du temps pour s'approprier les connaissances, pour comprendre, pour après les réutiliser et surtout les conserver, ce que j'appellerais la connaissance durable. Les pratiques pédagogiques des professeurs, elles sont multiples, elles sont validées. Ce qui est très pénible, c'est d'entendre dire que une manière d'enseigner, mettons, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il faut impérativement tout jeter et tout refaire. On est capable de savoir comment travailler avec nos élèves. Une classe est différente d'une autre. Donc, ce qui est important, c'est de nous faire confiance. Dans l'interview du chef de l'État, le mot confiance, c'est le dernier mot de l'entretien. Je ne pense pas que c'est ce mot-là que mes collègues vont retenir. Et vous lui faites confiance ou pas? Écoutez, il pourrait vous dire la même chose. On va juger sur classe. Mais réponse prudente. Tout ce qu'on entend, c'est un discours de défiance. Y a-t-il meilleur moyen de déconsidérer les professeurs devant l'opinion publique que de lancer comme ça des idées comme quoi on n'enseignerait pas bien, on n'enseigne pas la chronologie. Cette histoire de chronologie et de politique, elle n'est pas si anodine que ça.
On va en reparler en tout cas. Quand vous faites un cours d'histoire, vous ne vous limitez pas à une enfilade de dates. Elles sont utilisées pour contextualiser les faits. En histoire, il y a des faits politiques, il y a des faits sociaux, et il faut faire un tissage de tous les événements. Et il ne faut pas que l'opinion publique imagine que faire de l'histoire, c'est uniquement apprendre des dates par cœur. Et encore moins imaginer que les personnages de l'histoire ne sont pas étudiés par les élèves, parce que ça, c'est encore faux. Merci beaucoup d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Christine Guimaunet, bonne rentrée, c'est dans combien de jours ? Dans une semaine presque. Profitez bien de la dernière semaine. Prochain. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, prof d'histoire géo dans le Val d'Oise, secrétaire général de l'association des profs d'histoire géo, tout simplement. Allez, restez avec nous.